Dexter Coons fut le premier à s'en rendre compte. Le périmètre de la propriété de Madame Cunningham reproduisait avec exactitude celui des États-Unis d'Amérique. Dexter ferma les yeux, releva le menton, fit de nouveau le tour du pays dans sa tête et s'accorda une pause une fois revenu à son point de départ. Il comprit sans effort que le petit lopin de terre acheté par sa nouvelle cliente 20 ans plus tôt, situé à une dizaine de miles au sud-est du terrain représenté sur la carte, lui permettait de s'offrir des fins de semaine à Porto Rico. La péninsule arrondie qui s'enfonçait dans la propriété marécageuse de son voisin au bout du pouce qu'il promenait à présent sur la carte du comté de Los Angeles n'était rien moins que sa Floride personnelle. Et le terrain insalubre qui entourait 7 ou 8 cm plus bas cette dépendance de quelques miles carrés, rien d'autre qu'une version marécageuse et miniature de la mer des Antilles. Porto Rico était là, indéniablement, juste au-dessous de son petit doigt. Son index, qui taquinait déjà l'Amérique centrale, reposait nonchalamment sur la baie des Cochons. Dexter avait raison. Plus encore qu'il n'aurait pu l'imaginer, en ce moment où il caressait de l'ongle les frontières du Nouveau Monde. Madame Cunningham se rendait effectivement, tous les vendredis après-midi, dans un vieux pick-up rouillé, à ce qu'elle appelait elle-même, sans qu'il le sût encore, son « Little Puerto Rico ». Il y avait même une cabine de douche en plastique moulée en bordure du terrain, plantée à un endroit qu'il fallait décrire comme correspondant à la place assignée à San Juan, capitale de Porto Rico, sur toutes les mappemondes réglementaires. Cela sautait maintenant aux yeux. Quelqu'un l'avait-il remarqué avant lui? Dexter apprit plus tard que Dorothy avait acheté cette misérable installation sanitaire dans un dépôt miteux de downtown pour la somme modique de 25 $ payée en petites coupures. Elle s'y rafraîchissait en fin de journée, avant d'enfiler un vieux jogging et de reprendre la route au coucher du soleil le dimanche soir, les cheveux libres et mouillés, tenant le volant d'une main lâche et tapotant de l'autre la ferraille écaillée de la portière, comme on aurait fait après un bain sans maillot dans les années 60 à San Francisco. Dexter prit conscience de cette situation particulière, bien avant que la nouvelle ne s'étalât dans la presse du comté de Los Angeles. Que le gouverneur de Californie n'en fût informé à son quartier général de Sacramento en pleine campagne d'Irak, et que la Maison-Blanche ne s'en inquiétât au moment de la convention républicaine en août 2004. L'affaire prit une tournure internationale lorsque Le Monde publia une caricature ridiculisant la forme ostentatoire de la propriété de Dorothée, sikh. Selon l'article, l'achat d'un tel bien constituait un excès patriotique d'une naïveté ridicule. Le choix des termes, distillant l'idée que tout a une nature profonde et symbolique, et plus particulièrement l'aspect extérieur de ce qui peut s'échanger contre de l'argent, était un authentique ravissement culturel. L'auteur, qui prenait à témoin les stylos-plumes phalliques et les décapotables au pare-chocs chromés, ne semblait pas avoir remarqué que ces derniers n'étaient plus d'actualité. Pourquoi n'avoir pas dit plus prosaïquement que la propriété de Dorothée avait la forme de l'Amérique? Le fait était que, du point de vue alors développé dans l'Hexagone, rien ne pouvait être plus déplacé en période de crise moyen-orientale qu'une propriété privée ayant la forme de l'insupportable empire itself. L'Américain moyen, laissait-on entendre, poussait maintenant le mauvais goût jusqu'à s'acheter un lopin de terre à l'image de son interminable continent. Mais c'était pire qu'accrocher un drapeau à sa fenêtre, surtout au moment où l'ancienne confiance franco-américaine, si fragile malgré son bon sens rafraîchissant, s'effritait de façon drôlatique, et que les alliances du passé, celles de Suffren et de Tocqueville, menaçaient de retourner à la poussière. Les partisans de Dorothy, cette fois-ci avec un Y, répondirent à l'article en ironisant sur le fait que la Palestine, emmurée, ressemblait à s'y méprendre aux banlieues parisiennes tombées du mauvais côté du périphérique. La caricature d'un islamiste barbu étudiant d'un air amusé la carte de la propriété de Madame Cunningham, une ceinture de dynamite dépassant de sa djellaba, décora donc la première page du quotidien français. Dorothy fut interviewée par téléphone pour le Baghdad Herald, journal affilié à la coalition américaine imprimé tout spécialement sur place pour les Marines. Il y eut des jeux de mots Cunningham,
un show télévisé tourné à Studio City, au nord de Mulholland Drive. Des t-shirts et des sous-verts, des serviettes éponges. Et plus rien ne rentra jamais tout à fait dans l'ordre en ce qui concernait la conduite de sa vie personnelle. Avant que l'affaire Cunningham ne se déréglât dans d'aussi considérables proportions, Dexter, qui exerçait scrupuleusement son métier d'agent immobilier, fit appel à son ami de toujours pour commencer à la démêler. Don Joly, témoin de son enfance et camarade d'université, pouvait obtenir dans la journée un plan cadastral plus détaillé que celui qu'il avait maintenant sous les yeux. La vente qui, d'ici à 3 mois, allait rendre Dorothy Cunningham, née Faris, propriétaire d'un nouveau lopin de terre situé cette fois-ci au nord-ouest de sa propriété, le mettait dans un certain embarras. Dexter n'était pas encore installé dans sa profession au moment de la première transaction, à l'époque où M. Cunningham était encore vivant. Il aurait tout de suite identifié le problème si l'achat du terrain imitant l'Amérique continentale sans ses dépendances avait dû se conclure dans ses propres bureaux. Et voilà que 20 ans après l'acquisition subséquente de Porto Rico, sa cliente était en train de procéder à la 3e étape en s'offrant, il ne pouvait le croire, se laissa aller de tout son poids contre le dossier de son fauteuil. Well, l'Alaska! C'était maintenant l'heure du café. Il passa un doigt dans le creux de son oreille pour chasser l'eau de la piscine, sans insister, en laissant faire le temps, avec une sorte d'amour adolescent pour sa personne, puis donna de sa main libre 2 petits coups secs sur l'interphone, et se souvint, sans que rien dans ce début de matinée lui eût préparé, que son fils, Lewis, venait de mourir, 1 mois plus tôt, dans un accident de voiture. Ou plutôt avait-il été renversé en traversant la rue, mais comme rien ne se faisait jamais sans voiture, on disait toujours accident de voiture, même quand un piéton se faisait rouler sur 2 pieds à l'intérieur d'un parking. Sans sucre, nous sommes bien d'accord, fit la voix de Rachel de la pièce voisine, doucereuse et grésillante dans les haut-parleurs. Bonjour, Rachel, dites toujours bonjour pour commencer la journée. Sans sucre, bien sûr, acquiesça Dexter, les narines pleines d'une odeur de chair broyée par la tôle. Il relâcha le bouton. Rachel, qui entrait dans le bureau avec le gobelet de café serré entre le pouce et l'index, au moment où l'esprit de son patron s'assombrissait, aurait pu l'aider, pour peu qu'il lui eût confié quelques détails sur la journée à venir. Elle posa le gobelet en polystyrène devant lui et attendit qu'il s'en emparât pour retirer sa main. Elle aurait pu s'attarder, encore, accompagner le récipient jusqu'aux lèvres de celui qui signait pour elle un chèque à 4 chiffres à la fin du mois. Compléter son geste de mâle prêt pour un 4e décaféiné sans sucre à 8 heures du matin. Ou bien essuyer une goutte avec la pochette de son tailleur noir rayé craie coupé homme comme on les faisait maintenant pour femmes sur Rodeo Drive à Beverly Hills, au cas où une telle chose, la larme ébène d'une contrefaçon d'expresso, serait tombée sur le pantalon de l'employeur. Employeur? Pantalon? Ouais, se dit Rachel en baissant les yeux. En lin léger ce matin, et dûment froissé à l'entrecuisse, car repasser le lin, disent Esquire et le Homo Vogue, est de mauvais goût. Il faut porter le lin froissé ou alors ne pas le porter du tout. Rester naturel sous le tissu. Laisser bouger son corps, même quand son fils est mort. Il n'en fut rien cependant. Dexter but posément, pantalon resta sec, et Rachel fit bouffer inutile pochette de crêpes à grains cannelés glissée par designer italo-américain dans l'échancrure de son bustier, se faisant ses fleurs elle-même, comme en privé. « Vous m'apporterez le dossier de la vente Cunningham ?» fit Dexter. « Poserai-je, Dexterito, mes gros nénés dessus ?» Quelle audace! Dexter s'autorisa un petit signe négatif de la tête. « Ou alors, les glisserai-je dessous ?» Faisons le contraire. Soyons dingues, mon Kunz à moi. Gros dossier sur gros néné. Posez-la comme sur exotique étagère de Macassar. Dexter chercha une excuse, même lamentable, mais n'en trouva aucune. Rien qui pût ressembler à une réponse. Alors la fière Rachel fut lyrique, quoique prosaïque, comme il faut l'être lorsque le chômage menace, avec une probabilité non négligeable, même en Californie où rien ne saurait manquer. Ils sont fermes, oh mon Dexter, capables de soutenir à eux seuls toutes les transactions de cette vieille carne fripée de Dorothy Cunningham. Tant pis, fit tristement le boss.
Tapette, pensa Rachel en ressortant du bureau. Encore une. Elle tourna en serrant les fesses dans le couloir qui menait aux archives, comme pour nier leur exquise rondeur naturelle, sans incliner le torse, droite, très droite, et pour le coup, plus ondulante encore. Au moment où Don Joly recevait en main propre la copie du plan cadastral que Dexter lui avait demandé en début de matinée, Rachel faisait bronzer ses jambes sur la pelouse du bâtiment préfabriqué du Coons Conseil le temps d'une cigarette. De son côté, Dorothy, qui montrait les siennes à l'occasion, en les décroisant plus que Rachel ne se le serait permis, s'offrait un coffret Zoot Sims chez Tower Records sur Sunset Boulevard, en prévision de son prochain dimanche, puisque la discothèque portable de Madame Cunningham croissait à ce rythme régulier. Dexter pensait d'ailleurs qu'elle irait camper sur son terrain, selon son habitude, dès le vendredi soir. Il avait décidé de lui rendre visite à l'improviste le lendemain, pour lancer l'opération Alaska. L'otage est mort cette nuit, annonça Rachel en réapparaissant dans le bureau de Dexter, le front rougi par le soleil. Le visage de Nick Berg s'affichait sur l'écran de son téléphone. Dexter feuilletait le dossier de la vente Cunningham. Le propriétaire du 3e terrain s'appelle Kurzinovski. Prénom Vladimir Andreevitch. Retraité depuis 2002 de l'Université de Californie à Los Angeles, où il enseignait la littérature russe, qui nous fait depuis 1967 7 ôté de 12 35 ans dans le département d'études slaves de UCLA. Dexter releva la tête sans lâcher la feuille. Quelle heure est-il ? Un coursier doit arriver avec le plan d'une minute à l'autre. Les embouteillages, sans doute. Il reprit sa lecture silencieusement. Décapité cette nuit, commenta Rachel sans plus prêter d'attention à ce qui était dit. Vers 3 heures Pacific Time. Quelle horreur. Une mélancolie aveugle coulait dans les veines de Kunz, qu'aucun Kurzinovski n'aurait pu tarir ou combattre, et aucun otage détourné de sa course uniforme. Dexter, pourtant tout entier après ce russe, à peine l'information retenue. Affairé, tendu, prêt à lancer ses ordres, à tenter décidément n'importe quoi qui aurait pu le distraire de l'idée même de Lewis. Dexter seul, sans femme depuis 10 ans, sans enfant depuis 5 semaines, sans joie. Si les pieds de Rachel avaient pu frapper le vent, il l'aurait envoyé survoler le comté pour vérifier que la propriété du moujik avait bel et bien la forme du 49e État de l'Union. Que te semble, Rachel ? Baissons-nous les bras ? Tenta Dexter. Ou bien décidons-nous d'en avoir le cœur net ? Le cœur net, je crois, fit-elle en tournant la tête dans sa direction. Oui, c'est cela qu'il faut, Biquette, et rien d'autre, quitte à compromettre l'issue voulue dur comme fer par la Cunningham. Le courrier du matin glissé dans la fente de la porte tomba sur le carrelage de l'entrée avec un bruit mat. Rachel, que diriez-vous d'un bon expresso ? Un expresso ? Avec un croissant jambon cru béchamel coriandre. Maintenant ? Tout à l'heure, pour le déjeuner. Il se leva d'un coup pour aller chercher les clés de la voiture déposées dans le vide-poche près de la baie vitrée. Jeudi, belle journée. Yep, fit Rachel debout devant son bureau. Vous ne trouvez pas la Californie merveilleuse ? Le meilleur remède, monsieur Kunz, c'est de la trouver merveilleuse. Mais elle l'est, vraiment. Il fait toujours beau, les gens sont moins stressés que sur la côte Est. Et puis l'espace, la mer. Justement, je pensais à un petit café à Santa Monica, près de la plage, pour notre croissant. C'est à 1 heure de voiture. Mais nous allons prendre le dossier Cunningham avec nous. Si vous voulez. Mais je le veux, et vous aussi vous le voulez. Nous allons l'éplucher, Rachel, y passer l'après-midi, organiser une petite conférence à 3 avec Don, les fesses sur le sable. Rachel posa le paquet de lettres sur le bureau de Dexter et dévisagea son patron d'un air incrédule. Enfin, nous aurons les fesses sur le sable, lui sera dans son bureau au bout du fil. Vous avez rendez-vous ici à 3 heures avec... Annulez, Rachel, annulez, le temps que je vire les trucs qui traînent sur le siège avant. À cette heure-là, nous serons au soleil. Pensez à la crème. Je prends le parasol dans la remise. Je ne sais pas si ça fait très sérieux à l'égard de Monsieur Joly. Monsieur Joly ? Rachel, je connais Don depuis l'âge de 10 ans et j'en ai aujourd'hui 48. Don a commencé par des études de cinéma, il est imbattable sur le sujet. Je l'ai vu tout nu sous la douche vomir ses tripes après son premier pétard, concert de j'ai oublié quoi, au whisky à gogo, c'était sur Sunset. S'il me plaît d'installer mon bureau sur la plage avec ma secrétaire et de travailler en maillot de bain,
Personne ne peut m'en empêcher, surtout pas Don. Non, alors là-dessus, Don est 100% de notre côté. Rachel ne chercha nullement à retenir son sourire, ni même à s'empêcher de rire franchement une fois qu'elle eut laissé ce premier aveu ouvrir son visage, se moquant librement d'une situation à laquelle rien ne l'avait préparée, dévoilant une rangée de dents dures comme des perles, posant une main sagement caressante sur sa gorge au teint de rose pour rappeler que la situation restait malgré tout des plus respectables. Ça sent les ennuis, avait conclu Don en confiant le plan au coursier, concevant sans peine combien ceux-ci pouvaient gagner une ampleur encore insoupçonnée, les imaginant avec précision dès que la crinière flottante de l'alezan du jeune commis eut passé la porte et que le souffle de ses naseaux se fut perdu dans la plaine. Les emmerdements, les complications et tout le reste. Dexty vraiment me fait La mort absurde de Lewis n'était pas étrangère à la conduite inquiétante de Dexter. N'était-il pas devenu insupportable depuis l'accident du mois d'avril ? Rien n'était d'ailleurs plus légitime. D'autant plus que la disparition de la mère de l'enfant, le jour où Lewis devait fêter ses 3 ans, n'avait suscité que des haussements d'épaules désabusés. On avait oublié jusqu'au nom de cette femme qui était partie chercher le cadeau d'anniversaire, une surprise de sa confection perdue à tout jamais dans les limbes, et n'était jamais revenue. 10 années consécutives de silence sur la question avaient suivi. Et voilà que Dexter s'agitait maintenant comme un beau diable pour une affaire qui n'en valait peut-être pas la peine, par faiblesse ou désœuvrement, comme s'il frappait contre un mur avec ses poings pour se soustraire à son devoir. En se dirigeant vers la section des archives pour récupérer le reste du dossier Kurzinowski, Don avait songé à Karen pour se défaire de ses pensées tristes, comme il le faisait souvent au hasard de ses longues journées de travail. C'était Dexter, indéniablement, qu'il l'avait trouvé, à la cafétéria du campus de UCLA. Dexty, bien sûr, rétractation, demi-tour droite en direction de la travée KL, n'était rien de moins qu'un type formidable. Impossible, maniaque, parfois ridicule, mais exceptionnel. Surtout en ces temps conflictuels de consolidation nationale. Il avait décroché pour lui l'amour de sa vie, une fille avec des fesses de rêve, qui lui confectionnait pancakes maison tous les dimanches matins depuis 25 ans. Don se félicitait de ce qu'il fût revenu instinctivement vers eux lorsqu'il s'était retrouvé seul avec son Lewis. À peine avait-il ralenti le pas au niveau de l'étagère KO-KY que la mort violente de l'enfant était déjà envisagée sous l'angle de la douleur paternelle la plus légitime. Le temps qu'il s'arrêta à KUB, rien ne lui permettait de dire que Dexter ne faisait ni même de le penser discrètement. C'est au moment où il avait froncé les sourcils devant KUR et glissé une main experte entre 2 dossiers pour fureter entre la chemise rouge de Kurzine et l'enveloppe noire de Kurziv que l'ami Dexter s'était ménagé une réapparition triomphante tout à son avantage. Campus nord de l'Université de Californie. Cafétéria. Trimestre de printemps 1979. Extérieur jour. Karen, la future épouse de Don, assise en terrasse à l'ombre d'un eucalyptus, triture les écouteurs de son baladeur en feuilletant nerveusement, d'un point de vue logique, de Willard von Orman Quine pour son papier de philosophie de fin de trimestre. Mention épistémologie. Dexter vient s'asseoir à sa table avec un café au lait fumant, sort 2 piles neuves d'une des poches de sa parque à user jusqu'à la corde et les pose devant lui sur le formica graisseux. « Je lis », intime la jeune fille encore sans nom, refusant de considérer l'attaquant, plongé dans une prose subtile qu'elle juge, peut-être à tort, impénétrable. « Mais non », rectifie laconiquement Dexter en diluant le sucre dans le gobelet avec son doigt. Un index douteux, à l'ongle rongé et aux peaux mortes poisseuses. Il ajoute « Vous essayez d'écouter les clashs et le son diminue considérablement depuis déjà 5 minutes. »« You just need new batteries », conclut-il en faisant rouler vers elle 2 petits cylindres de couleur cuivre marqués plus et moins. Karen les rattrape en souriant avant qu'ils ne tombent dans le creux de sa jupe, trop courte, tire-bouchonnée à mi-cuisse. Dexter lui décoche son fameux grand sourire qui creuse les fossettes. Il le possédait déjà à l'époque du Porsche maternel. N'hésite jamais à mettre tous les atouts dans son jeu lorsqu'il le faut. Chant mélodieux des oiseaux dans les arbres.
fait un petit saut dans les filles. Dexter et Rachel marchaient d'un pas égal et détendu. Un autre promeneur aurait pu croire qu'ils étaient venus chercher la fraîcheur. Et comme l'ombre des pins et des eucalyptus s'allongeait, le couple avait l'air de déambuler dans un décor ancien conçu pour le repos. Dexter s'arrêta et déposa un bouquet d'anémones des bois sur la tombe de Lewis, en se penchant pour atteindre le côté de la tête. Puis Rachel déposa à sa suite celui qu'elle avait acheté en passant par le columbarium. C'était un petit bouquet de violettes imité des vraies violettes de Parme. Il était sans importance que Lewis ne pût être ni ingrat ni reconnaissant. Rachel pensa aux jouets qu'elle avait apportés au bureau. Ils étaient encore au fond du placard où elle pendait sa veste chaque matin en arrivant. Ce bouquet pacifique était en réalité son premier cadeau. Non pas son dernier. Et elle se promit de revenir, avec ou sans Dexter, pour fleurir et dépoussiérer. Il y avait dans cette décision une sorte de revanche paisible, si l'on considérait qu'il était encore trop tôt pour que quiconque eût vraiment fait son deuil. Elle se recula pour laisser Dexter seul un instant, avisa un banc un peu plus loin dans l'allée et tourna les épaules. Ses escarpins crissèrent sur le gravier, mais Dexter la retint par la main pour qu'elle restât à ses côtés, et elle céda de bon gré. Leur bouquet était étrangement symétrique. Pusillanime, si l'on peut dire des fleurs qu'elles manquent d'audace. Sage, de par cet aspect fragile des pétales veloutés et moelleux. Rachel n'avait mis les pieds qu'une seule fois dans un cimetière, pour l'enterrement de sa mère. Anna ne lui avait pas fait visiter celui où reposaient les arrière-grands-parents, ses ancêtres de la Prusse et de la Poméranie aux frontières instables, partis un siècle et demi plus tôt repeupler et cultiver la Palestine. Elle gardait un souvenir extraordinairement précis de cette journée. Les voisins avaient tenu à l'accompagner. L'institutrice de son école s'était déplacée, ainsi que la directrice de l'orphelinat que cette femme avait contactée de sa propre initiative lorsque toutes les tentatives pour retrouver la trace du père s'étaient révélées infructueuses. Comme Dexter avec son fils, elle n'y était jamais revenue. Ou si, une seule fois des années plus tard avec un petit ami dont elle avait oublié le nom, qui trouvait curieux qu'elle fît si peu de cas de celle qu'il avait mise au monde et n'en parla jamais. Elle n'avait pas protesté et n'avait pas non plus cherché à se justifier lorsqu'il avait insisté pour qu'ils s'y rendissent ensemble. Rachel avait souffert de sa différence du temps où elle vivait seule avec sa mère. Bien qu'elle eût par la suite partagé le sort des autres dans une institution, celui qui vous est échu par la fatalité de la mort, l'équilibre n'avait jamais été vraiment rétabli. Rachel n'avait rien tant désiré que la normalité. Elle s'était toujours efforcée de nier la fuite du père et le veuvage de la mère sans jamais y parvenir tout à fait. Elle pouvait aujourd'hui revivre cette différence avec bonheur, grâce à Dorothy. Car monsieur et madame Faris avaient joué un rôle jusqu'à leur dernier soupir dans l'existence de leur fille, de par l'aide financière qu'ils avaient apportée pour que Dorothy pût vivre de manière décente en ces années 60 de prospérité nationale, puis lorsque Dennis était mort, en la reprenant chez eux le week-end, jusqu'à ce qu'elle leur préférât la solitude de Porto Rico. Et même longtemps avant, bien qu'ils ne l'eussent jamais soupçonné, en s'échappant à Paris le temps de faire bénir leur union au détour d'un pilier de basilic, puisque Dennis en avait profité pour lui enseigner cet art délicat de la galipette, à propos duquel les parents doivent s'imposer la réserve. La normalité de la situation dans laquelle Rachel s'était retrouvée, pour peu qu'on voulût la comparer à celle des laissés pour compte, ou par contraste à celle de l'enfant unique gâté par une famille entière et attentive, tenait dans ce mélange. D'un côté, une mère aimante, mais abusive et partie trop jeune, ayant dénié à Rachel le droit à une famille en ne lui parlant jamais de ceux qu'elle avait quittés. De l'autre, un père à ce point absent que son éloignement volontaire avait mieux attesté l'impossibilité d'un échange qu'une mort violente et imprévue. Rachel avait toujours été seule. Et les lieux où elle avait vécu après cet enterrement avaient tous reproduit l'aspect impersonnel des hôtels meublés de moyenne catégorie. Sa chambre à l'orphelinat avait déjà une histoire lorsqu'on l'y avait installée, les tiroirs de la commode avaient une odeur, et tout ce qui n'en avait pas sentait le propre parce qu'on avait détruit les traces des occupants précédents. Ses studios d'étudiantes avaient l'aspect qu'ils ont tous de par le monde, incolores et fonctionnels. La maison de Dorothy, en revanche, n'aurait pu être à personne d'autre. Ni le jardin dessiné par Dennis dans son temps libre lorsqu'il revenait chez lui en tenue de travail sur le coup de 6h30. Ni le salon, avec la fausse cheminée sur laquelle trônaient la lyre et le compas. Tout dans cette caverne était à Dorothy, non pas tant au sens de la propriété que parce qu'elle avait su donner une âme à ces objets ordinaires et les investir d'un pouvoir qui ne pouvait échapper aux visiteurs. Dexter relâcha sa main et ils allèrent tous les deux s'asseoir sur le banc.
La lumière du jour commençait à décliner. Le ciel passait au rouge à l'horizon, un rouge orangé qui tournait déjà au sang de bœuf à la crête des collines. Rachel allait bientôt le raccompagner chez lui. Il chercherait la station de musique classique pour lui faire plaisir le temps du trajet. Elle lui dirait bonsoir sans descendre de la voiture et passerait le prendre chez lui le lendemain matin sans que rien de plus ne fût tenté. Puis il se rendra ensemble au bureau. Une journée de travail commencerait, mais il n'y aurait pas de deuxième après-midi à passer avec Rachel sur le sable. Une déception s'annonçait. Et Dexter pouvait juger de cette différence avec l'espoir qu'il avait habité lorsqu'il avait proposé les croissants au jambon et la recherche d'une couverture le jour du bureau à la plage. La vente Cunningham serait conclue, malgré les efforts de Don pour contrarier le destin. Dexter aurait d'autres dossiers. Il se raccommoderait avec son ami de toujours, par lassitude plus que par volonté. Rachel se marierait, ne serait plus qu'un souvenir. Dexter lui posa la question sans oser la regarder. « Pensez-vous vous marier un jour ?» Sur quoi Rachel baissa les yeux, se leva et se mit à marcher dans l'allée. « Peut-être bien, » insinuait-elle d'un air narquois en s'éloignant, presque absente et comme par désœuvrement. « Peut-être bien, le mariage. » Dexter se leva pour la rejoindre, et ce fut bientôt à celui qui marcherait le plus vite. Elle jetait un coup d'œil complice par-dessus son épaule. Il feignait de regarder ses pieds et de revenir vers la tombe de Lewis, s'arrêtant de temps en temps pour observer une inscription chaque fois que de son côté Rachel semblait également le faire. Il regarda leur bouquet, tourna la tête. Rachel avait disparu. Il s'engagea dans une allée perpendiculaire, puis dans une autre, passant de plus en plus vite devant les tombes et les caveaux. Il arriva essoufflé à un nouveau croisement. Rachel était derrière lui, agenouillée devant la tombe de Lewis, occupée à arranger leur bouquet. Elle l'appela, en haussant la voix, et Dexter, qui n'avait rien fait de plus que tourner en rond, revint comblé à son point de départ.